Mais ce que je peux dire pratiquement à tout le monde, c'est que nous sommes en élection. Et pendant les élections en Afrique, nous avons constaté que le plus souvent, les vrais débats ne sont pas du tout engagés, ne sont pas du tout débattus. Avec la présence, c'est pourquoi nous devons encourager la candidature de l'honorable Kwadwo Konabertin. Ce n'est pas forcément parce que nous allons apporter notre soutien de façon totale, même si c'est ce qu'il veut. Mais le fait de l'avoir dans la course, cela va nous permettre d'engager les débats de fond. Parce que ce que nous savons, c'est que l'honorable Kwadwo Konabertin, depuis pratiquement des années, a toujours touché les problèmes de fond, les problèmes qui vous engagent, les problèmes qui peuvent certainement décider notre avenir. Donc c'est pourquoi je suis là ce soir pour écouter l'honorable Kwadwo Konabertin et ensuite permettre et encourager qu'il maintienne sa candidature de façon à nous aider à comprendre les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire et savoir comment nous pouvons trouver au moins des solutions. Donc en somme, c'est la raison fondamentale de ma présence ici ce soir. Sur ce, voilà, je vous remercie d'être là ce soir. Excusez-moi pour la tautologie, vous connaissez bien aussi les Africains. Ce soir, nous avons dit qu'aux environs de 20h, nous avons un dîner. Peut-être que ça a été un peu l'heure. Donc d'ici peut-être 19h, vous allez voir que peut-être la salle sera remplie. Voilà, c'est que la majeure partie de nos frères seront là tout à l'heure. Voilà, encore une fois, merci donc d'être venu. Avant de céder donc l'antenne à l'honorable Kwadwo Konabertin, je profite donc pour remercier beaucoup de frères qui, en principe, l'honorable nous avait dit qu'il devait donc se rendre aux États-Unis dans le mois d'avril. Mais il y a eu donc des urgences puisqu'il y a un calendrier assez chargé depuis qu'il est là. Et quand il nous a dit qu'il devait venir, nous avons contacté donc des frères et sœurs afin qu'ils nous aident à accueillir donc l'honorable Kwadwo Konabertin. Donc je profite en même temps pour remercier tous les frères et sœurs qui ont tout fait, qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour nous aider donc à maintenir donc la présence de l'honorable Kwadwo Konabertin. Je vais citer des personnes, M. Amwakomboa Dié, qui malgré son calendrier assez chargé, ne s'est pas gêné donc de se rendre donc à l'aéroport. Voilà. Merci, M. Amwakomboa Dié. Je profite aussi pour remercier M. Katina, qui est donc à New York, qui fait un travail remarquable. Il est donc l'organisateur donc, de PDCI Renouveau. Voilà. J'ai beaucoup d'admiration pour ce jeune frère, pour son humilité. Et puis son Konabertin, il y a déjà quelques mois, et cela a été quand même un succès. Donc je vous demande simplement de lui dire merci pour son engagement, qui nous a toujours apporté son soutien et que j'admire beaucoup pour ce qu'il apporte aussi à la communauté. Il est calme, on ne le connaît pas souvent, mais il est très dynamique. Je vous demande donc de remercier M. Jean-Basile Ngueta qui a collaboré. Il a toujours dit, nous voulons certainement engager donc des débats de fond et il a toujours apporté aussi son soutien. Je vous demande donc de remercier donc M. Mathieu Boabré, de l'autre côté, qui fait un travail fort. Il y a aussi le frère M. Laurent Adjeyi, voilà, on pourrait le dire, le Babaorien, voilà, le Babaorien, qui a toujours été présent et qui nous a beaucoup apporté au niveau aussi donc, du Jacques Roger Chaud. Je vous demande donc de lui dire merci aussi pour ça. Voilà. Il y a aussi une sœur qui est aussi dans la salle. Beaucoup de personnes disent qu'elle est assez dure. On n'aime pas beaucoup travailler avec elle. Mais depuis que j'ai pratiqué et fréquenté cette sœur, croyez-moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail qu'elle fait, pour son engagement de façon directe pour la communauté. Je pense que, on ne comprend pas réellement ce qu'elle fait, mais en réalité, c'est une femme qui est très dévouée. Je vous demande donc de remercier donc Mme Jeannette Caldeguil. Jeannette, merci aux frères. J'ai deux charmantes cousines qui sont venues spécialement de New York aussi pour dire bonjour à l'honorable Kwadwo Konabertin. Je crois qu'il y a une qui est dehors et puis l'autre dans la salle. C'est donc Antoinette qui est là. Je pourrais vous dire bonsoir Antoinette. Et puis l'autre qui est aussi dehors. Voilà, sur ce, merci. Et en attendant, je vais remettre donc le micro donc, à Jean-Basile Ngueta pour introduire l'honorable Kwadwo Konabertin. Merci. Merci Jacques. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce que nous réunissons ici, c'est la conférence de l'honorable Kwadwo Konabertin. Il est accompagné ce soir par Oulayes Yao François, qui est le maire de Kounfao, juste à sa droite. Il y a longtemps qu'il y a eu vraiment des jeunes maires comme ça, parce qu'en général, voilà,
En Côte d'Ivoire, c'est pas courant. Tous les meilleurs. Ouais, je crois que notre tante, l'autre côté là-bas, elle est là depuis 80. Hein. Du côté de Port-Bouy, c'est depuis 80. Voilà, donc il faut saluer, je veux dire, des jeunes gens qui sont entrepreneurs et qui veulent faire changer les choses. Alors donc vraiment, merci à M. Oulaïs Yahou François d'être avec nous. Et donc, monsieur l'honorable KKB, qu'est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'on doit pouvoir le présenter encore? Je pense qu'il y a des gens qui se présentent, ou bien des noms qui se présentent d'eux-mêmes. Alors donc, il était de passage ici il y a environ moins d'un an avec nous, dans cette même salle. Il avait donné une brillante conférence avec monsieur Bouga Sako. Et donc, c'était à cette époque encore, il y avait l'Ebola. Donc, il était un peu souffrant, vous vous en souvenez, il était un peu souffrant. Aujourd'hui, je pense qu'il se porte vraiment comme un charme. Et donc, sans plus tarder, vraiment, nous allons écouter le conférencier et essayer de voir qu'est-ce qui a changé depuis son dernier passage ici à maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup de réunions à Abidjan, on voit ça sur l'Internet. Il y a eu d'autres candidatures aussi, alors donc je pense que c'est tout ça qui nous intéresse. Alors vraiment, merci d'être venu et sans plus tarder, monsieur l'honorable KKB, voici le micro. Vraiment, ovation pour monsieur KKB. Merci, monsieur Ngueta, cher frère. Je voudrais encore une fois vous exprimer toute ma gratitude pour ces accueils chaque fois chaleureux que vous avez toujours su réserver à ma modeste personne et à la délégation qui m'accompagne. Ce soir, comme vous pouvez le constater, nous avons prévu nous adresser uniquement qu'à la presse. Les fois où nous avons souhaité avoir des rencontres, dans cette même salle, je me souviens, il y a eu souvent beaucoup de monde. Aujourd'hui, je suis venu dans un autre cadre. Je suis venu avoir quelques contacts de haut niveau avec le monde des décideurs politiques américains. Parce que comme vous le savez, notre pays, la Côte d'Ivoire, le premier président, le président Houphouët-Boigny, avait pour devise pour notre pays un pays qui soit ami de tous et ennemi de personne. Notre partenaire privilégié de tous les temps a été toujours la France, qui nous a accompagnés dans la construction de ce beau pays. Mais le monde, dit-on, est aujourd'hui un village planétaire. Le monde lui-même évolue et personne ne peut vivre en vase clos. Et notre pays a besoin de multiplier et diversifier ses contacts à l'extérieur. Et vous savez très bien ce que c'est que les États-Unis d'Amérique en termes de puissance économique, en termes de modèle de démocratie également. Donc il me semble que pour tout quiconque en Côte d'Ivoire voudrait faire de la politique, il est aussi bon de venir copier un tant soit peu le modèle américain. C'est pour cela que je suis là, à quelques mois des élections, pour justement avoir des contacts d'un certain niveau avec les décideurs américains. De passage, il m'a paru quand même nécessaire de m'arrêter un tant soit peu pour faire le point et apporter quelques éléments d'information à travers la presse aux Ivoiriens qui vivent ici. Je voulais donc vous saluer, vous qui êtes venus ce soir, malgré tout, pour être témoin de cette conférence de presse. Je ne voudrais pas relever tous les noms ici, mais permettez-moi de saluer un frère que je revois depuis bientôt, disons 3, 4, 5, 6 ans, mon jeune frère Awas Talon. Merci d'être venu à cette rencontre. Je me réjouis de te savoir aussi en bonne santé. Et Dieu seul sait qu'il y a des milliers comme toi qui aujourd'hui pratiquement s'ennuient à travers le monde. Je sais que Félix Houphouët-Boigny n'avait jamais souhaité que les Ivoiriens sortent du pays, ne serait-ce même que pour aller travailler encore, pour être en exil.
Aujourd'hui, c'est une situation pénible, difficile à vivre. Je vous signale au passage que dès que j'arrive à Abidjan, j'ai prévu une tournée au Ghana et aussi au Togo pour aller visiter nos frères ivoiriens dans les camps de réfugiés dans ce pays que je viens de citer. C'est quand même la Côte d'Ivoire nouvelle, hein, la Côte d'Ivoire nouvelle de la guerre post-électorale. Mais une Côte d'Ivoire qui pourtant ne doit pas douter de son destin, de son avenir, et qui est obligée de passer par la réconciliation entre ses enfants. Et si nous voulons donc redonner un peu de chance aux vivants, n'est-ce pas, d'avoir une vie décente et surtout de mettre nos enfants au travail. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, ce soir, je voudrais parler de deux choses. Voyez-vous que c'est ça l'Afrique, malheureusement. Et c'est ça qu'il faut qu'on révolutionne. La politique, ça doit être plutôt en lieu et place des états-majors armés, à la solde de quelques individus, sans éclairage. Nous devons faire en sorte que désormais ne soit privilégié que le débat d'idées. Le débat d'idées. En principe, à 8 mois des élections présidentielles, chacun des candidats devrait être en mesure de dire aux Ivoiriens le projet dont il est porteur. Voilà, malheureusement, ça vient plus tard parce que avant de parler du projet, il faut savoir dans quelles conditions on va aux élections. Il faut savoir dans quelles conditions on va aux élections. Vous avez beau avoir le plus beau projet du monde, si votre élection est organisée de façon particulière pour accompagner un individu, croyez-moi, ce n'est pas la volonté du peuple souverain qui va triompher. C'est pour cela que je vous parlerai de deux sujets aujourd'hui. Un, je sais que vous êtes curieux de savoir ce qui se passe au PDCI-RDA. Il faut que je vous en dise un mot. De deux, je vais vous parler des conditions de la tenue d'une bonne élection qui respecte les normes internationales. Donc, vous parlez du processus électoral et singulièrement donc de la CEI. J'ai pris soin aujourd'hui, contrairement à mes habitudes, de rédiger un petit papier sur la CEI pour vous dire que tout ce que je vais avancer soit des choses précises, qu'on peut vérifier, pour ne pas qu'on dise qu'il est allé aux États-Unis pour inventer des choses. Je n'invente rien. Félix Houphouët-Boigny a hérité d'un conglomérat d'une près de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Il a voulu en faire une nation, une et indivisible, avec, dans une seule communauté de destin. Et Houphouët a inventé à l'époque ce qu'il appelait lui-même la géopolitique. La géopolitique pour Houphouët consistait à faire en sorte que chaque décision majeure qui touche à la vie de la nation, eh bien, que toutes les tribus se reconnaissent dans ces décisions. Et Houphouët prenait soin de faire en sorte qu'un gouvernement qu'il compose, l'administration ivoirienne, ne soit pas truffée seulement que des gens de sa tribu. C'est comme ça qu'il a géré cette nation de façon harmonieuse jusqu'à sa mort. Et je dois reconnaître qu'en 1993, beaucoup d'Ivoiriens avaient même commencé, surtout avec les mariages mixtes, avaient commencé à oublier leurs origines ethniques. Bon, maintenant, il faut reconnaître que c'est dommage. Plus on avance, plus on régresse dans les mentalités. Aujourd'hui, l'expression de c'est notre tour qui gangrène et tue la Côte d'Ivoire, c'est notre tour. C'est quoi notre tour? Le tour de qui? Il n'y a pas de tour de quelqu'un, il n'y a qu'un seul tour, le tour de la Côte d'Ivoire, une et indivisible. Or, aujourd'hui, avant d'arriver à la CEI, je le répète, pour tous ceux qui veulent savoir, moi, j'ai pris mon adhésion au PDCI-RDA du vivant d'Houphouët-Boigny. Je ne peux pas quitter le PDCI-RDA parce qu'Houphouët n'est plus. Je suis et je reste PDCI-RDA. Entre nous, un parti politique n'a de sens que parce qu'on le constitue pour conquérir un pouvoir d'État et l'exercer. Et vous voyez bien que nous avons choisi, nous, en Côte d'Ivoire, de renouveler nos instances chaque 5 ans, donc le quinquennat. Le quinquennat, ça veut dire que, bon, en 2010, nous avons eu des élections. En 2015, nous aurons encore des élections présidentielles. Et entre les deux élections, chaque parti politique s'organise. Les militants font des sacrifices, on fait des meetings, on cotise de l'argent, comme aujourd'hui on le fait.
Mais tout ça, c'est pour préparer un seul rendez-vous, pas deux, un seul. Le jour du vote, la journée électorale. Le dernier dimanche du mois d'octobre 2015. Alors, comment vous expliquez que le PDCI-RDA est passé le temps depuis 2010 à préparer ce jour-là, cet événement-là? Et au moment où il approche, il arrive, un seul d'entre nous, parce qu'il est président du parti, décide que le PDCI-RDA n'est pas de candidat, au motif que notre allié devrait avoir 2 mandats. Que l'on veuille donner à M. Dramane Ouattara 2 mandats, c'est une bonne chose, moi je n'ai rien contre ça. Mais nous devons comprendre que désormais, les mandats ne se donnent pas, ça ne se décrète pas. C'est le peuple souverain, lui seul, qui donne les mandats et dans les urnes. Donc, dans les urnes. Beaucoup de militants du PDCI-RDA, lors du 12e congrès du parti, qui n'avaient pas beaucoup compris les choses, m'ont traité d'impoli, celui qui manque de respect aux vieux, qui insulte son père. Je n'ai jamais. Et ça, je rends grâce à Dieu et je remercie mon père et ma mère. Ils ne m'ont pas donné donc une éducation à manquer du respect à plus âgé que moi. Et je mets quiconque au défi de me démontrer et de me prouver dans mes propos, dans un journal, une seule fois, à une occasion, que Kakabe ait insulté Bédié ou ait manqué du respect à Bédié. Non. Seulement, les faits sont là, têtus. Je suis PDCI, comme il a dit tout à l'heure. Mon leader, d'ailleurs, que je n'ai pas contribué à choisir, c'est Henri Konan Bédié, qui a succédé à Oufoué par l'article 11 après la mort du vieux. Bédié devient le président du PDCI-RDA, donc mon leader. Je l'ai soutenu à la faveur du coup d'État militaire de 1999. Déjà, en fin de cycle étudiant, je n'ai pas accepté que mon pays donne l'image d'un pays qui assure l'alternance par les armes. Le coup d'État militaire. Voilà comment nous allons prendre une position, nous, pour M. Henri Konan Bédié, qui était en exil. Nous sommes modestement battus pour qu'il revienne d'exil. Il est revenu d'exil. Il a repris le PDCI-RDA. Et je me suis dit, ce monsieur avait été élu par le peuple de Côte d'Ivoire. Il était à 10 mois de la fin de son mandat. Il appartenait au peuple et au peuple souverain seul de lui dire qu'il n'a plus besoin de lui. Bon, ça a pris le temps que ça a pris. Bédié s'est présenté. Les élections sont tenues, organisées. Bon, ça n'a pas marché. Lui-même, au cours de ces élections, il annonce qu'il était à son dernier combat. Très bien. Alors, nous avons été élus députés en décembre 2011. En avril 2012, je me pointe donc à Daoukro, parce que jusque-là, on n'avait pas été convoqué à l'Assemblée pour renouveler la structure de l'Assemblée. La rumeur était persistante qui disait qu'on attendait que le président Soro ait 40 ans pour qu'on nous convoque. J'ai été donc à la source pour en savoir un peu plus. Quand j'ai posé la question, M. Bédié m'a répondu tout de suite que oui, effectivement, on attendait que Soro ait 40 ans pour lui confier l'Assemblée. Il n'a pas démérité. C'est bien. Je n'ai rien contre ça non plus. Mais je lui pose une question simple. En ce qui nous concerne, nous, PDCI-RDA, moi je suis un militant discipliné. Et nous devons apprendre à respecter les textes qu'on se donne librement, quelle que soit l'association, même de village ou de quartier. C'est ça qui fait la force des États-Unis. Quand M. Obama parle d'institutions fortes et non d'hommes forts, l'Afrique doit comprendre que c'est une nécessité absolue, c'est indispensable pour nous que la démocratie soit une réalité dans nos pays. Oui, parce que chaque tribu a ses modes de succession, alors que nous sommes ensemble. Si chacun doit appliquer le mode de sa tribu, vous voyez ce que ça donne. L'anarchie va s'installer. Donc, nous devons aimer la démocratie. J'ai dit au président Bédié, on a décidé que le congrès du PDCI-RDA ne se tienne qu'à la fin de toutes les élections. On était en avril 2012. Bon. Est-ce que vous avez une idée de la date des municipales à venir? Il dit non. Est-ce que vous avez une idée des régionales à venir? Il dit non. Bon, à supposer que M. Ouattara et son gouvernement mettent 2 ans pour tenir ces 2 élections. Nous serons en fin 2014. Alors qu'en 2015, nous devons aller à une élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que si nous devons attendre fin 2014 pour tenir notre congrès, nous serons vraiment, en termes de temps, de disponibilité, matériellement, est-ce que nous serons prêts à tenir ce congrès-là, le calendrier, et avoir quelqu'un, surtout que Bédié ne compétit plus.
Or, au PDCI, pour désigner celui qui va compétir, il faut un congrès, il faut une convention. Ces deux événements ne peuvent pas s'organiser, se tenir sur un an. Ce n'est pas possible. Voilà comment je dis au président Bédié, bon, on ne peut plus continuer d'assujettir la tenue du congrès du PDCI-RDA au calendrier électoral national. Ça veut dire qu'il faut rapidement aller à un bureau politique, à un congrès, à une convention, et puis avoir au moins un candidat un an avant les élections. Le président me fait savoir que ce n'était pas ça son agenda à lui. Et c'est ce jour-là qu'il va me dire que dans tous les cas, il faut que M. Ouattara ait 2 mandats. J'ai dit, bon, sur le président Bédié, que Ouattara ait 2 mandats, ça ne me dérange pas, mais ça suppose que le Ouattara doit battre le candidat du PDCI. Voilà. Ça suppose qu'il doit battre le candidat du PDCI. C'est qui ce candidat-là? Il faut qu'on le trouve. Moi, c'est ça qui me préoccupe. Il dit non, c'est pas à l'ordre du jour. Il dit si, c'est à l'ordre du jour. Toi, tu es en fin de carrière. Moi, je ne suis qu'au début de ma carrière. Je veux savoir avec qui je continue mon chemin. C'est simple ça, hein? C'est simple. C'est simple. Bon, on était en avant, on ne s'est pas mis d'accord. Je lui ai dit, dans son salon, je constate que vous et moi n'avons plus la même vision sur le PDCI et sur la Côte d'Ivoire. Moi, quand je quitte Daoukro, je vais à Abidjan, je vais faire savoir aux Ivoiriens que vous et moi n'avons plus la même vision. Je vais être honnête dans mes relations. Je vais être honnête dans mes rapports avec les uns et les autres. Je suis venu à Abidjan, j'ai réuni, à l'époque, j'étais président des jeunes du PDC, j'ai réuni mon bureau, je leur ai posé le problème. Bon, c'est quand même le bureau de la jeunesse. C'est quand même des gens qui aussi ont un avenir à préparer. Ce que je viens de dire là est tout à fait clair et limpide. Je ne connais pas un seul jeune, je veux dire, qui est en possession de toutes ses facultés, quand on ne l'a pas engraissé avec 100 000 ou 150 000 francs, qui peut s'opposer à ça. Donc, séance tenante, j'ai le quitus de mon bureau, on organise une conférence de presse et j'exige un bureau politique, c'est à ce bureau politique qu'on débat des questions du congrès et de convention. Bon, quand j'ai osé dire ça, bon, évidemment, c'était le crime parfait qu'il ne fallait pas commettre. Donc on a commis, mon ami et frère Denis Casion, aujourd'hui PCA de la Poste, c'est bien, je le félicite également, donc qui se met à ma trousse avec le nouveau réveil pour me brocarder dans tous les sens. De toute façon, moi, vous pouvez m'insulter autant de fois que vous voulez, je n'ai rien à craindre à Abidjan, je n'ai rien à cacher à Abidjan, je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Voilà, j'ai décidé de faire de la politique depuis mon jeune âge et ma vie là, je l'ai réglée en conséquence. En conséquence. En dehors des petits ragots qu'on peut raconter sur tout le monde dans notre dos, comme on le dit, quand on est face à face, j'attends qui peut me dire quoi. Bon, on a ouvert le débat, Bédié a fini par craquer, il a convoqué le bureau politique. Au bureau politique, on ne va pas quand même se réunir au bureau politique pour aller encenser Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est le candidat, le président de la Côte d'Ivoire. Mais pour le compte du RDA, ce n'est pas à nous d'aller faire ces éloges à un bureau politique du PDCI-RDA. Je le dis sans gêne et sans peur. C'est quand même un parti souverain. Bon, j'ai vu des gens commencer à oui. Bon, enfin, bref. Donc, j'ai encore une fois, j'ai été le seul à me lever pour dire, bon, c'est bien, M. Bédié, je vous félicite, vous avez accepté finalement qu'on se retrouve en bureau politique. Mais un parti sérieux comme le PDCI ne peut pas se retrouver à un bureau politique pour aborder des petites choses. Il faut regarder l'avenir. L'avenir passe par notre congrès. Oh, papa. C'est ce qu'il ne fallait pas dire. Bon, ben, toujours est-il que M. Bédié a fini par céder. On a fait le congrès. Et le congrès souverain, au-dessus de tout, a décidé que le PDCI-RDA est un candidat, mieux un militant actif. Actif. D'ailleurs, moi qui avais vu le président Bédié avant, je connaissais son plan. Ma candidature, aujourd'hui encore, vous allez voir, mes aînés qui sont candidats avec moi, au PDCI-RDA, ici à Mara, Charles Konambani et Kablabrou, j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais l'on doit admettre que la nature aurait du vide. Ma candidature était justement pour combler un vide. J'ai parcouru tous les salons. Personne n'a voulu. Quand Bédié parle, personne ne peut parler. Le PDCI-RDA. On a accompagné Bédié jusqu'à ce qu'on atteigne là, le sommet. S'il n'avait pas été candidat au dernier congrès, c'est déjà au congrès que Bédié aurait fait lire
une motion spéciale de renonciation à la candidature. C'est ma candidature qui a tout bouleversé, tout dérangé. Sinon, ce qui se passait... Merci. Ce qui s'est passé au congrès de l'UDPCI, mais ce serait reproduit chez nous au PDCI. C'est par nous que ça devait commencer. La motion spéciale avait été déjà rédigée, celui qui avait été commis pour la lire est connu, Adjumandi Kobena Kwasi. Adjumandi, c'est ça, non? Voilà. Celui qui dit rouge quand c'est rouge, quand il dit rouge quand c'est vert. Mais la salle, telle que vous avez vu la salle surchauffée, parce que je ne connais pas un seul militant du PDCI-RDA qui ne veut pas avoir de candidat. Il était impossible à M. Bédier, dans cette salle-là, dans ces circonstances, de dire qu'on n'a pas de candidat. Donc, il a réussi avec tout le monde. Il a accepté le principe qu'on a un candidat. Dès qu'on donne d'eau, il se retrouve à Daoukro avec Alassane Ouattara. Lui seul lance un appel, dit l'appel de Daoukro, qui empoisonne l'atmosphère aujourd'hui à Abidjan, qui divise le PDCI-RDA et divise les Ivoiriens, comme l'Ivoirité, on nous a aussi divisé. Ça aussi, c'est l'histoire. Il faut que mon père, à un moment donné, s'asseye et pour qu'il s'interroge sur sa part dans ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, quand même. Sa part. Moi, j'ai aimé ce monsieur, je l'aime. Et parce que je l'aime, je ne veux pas être tendre avec lui. Et je n'ai pas envie qu'il finisse comme il finit, où tous les matins, il est la risée de tout le monde. On le critique partout. Ou quand on habille Bédier comme une bonne demoiselle qui est sur le bol coach, c'est parce que ce n'est pas l'image que je veux de Bédier qui a succédé à Houphouët-Boigny. C'est pas moi qui suis contre Bédier, c'est pas moi qui suis impoli, c'est pas moi qui lui manque du respect. Bien au contraire, il y a des choses que je ne souhaite pas que mon père fasse. Malheureusement, on en est là. Finalement, l'appel de Daoukro a été acté. Eh bien, le PDCI-RDA, lors de son dernier congrès extraordinaire, eh bien, a décidé de ne pas avoir de candidat. Le sachant, très tôt, j'ai prévenu. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle avec ou sans le PDCI-RDA. Avec ou sans le PDCI-RDA. En chemin, il y a la candidature de M. Bani. Il y a aussi celle de M. Siamara, de M. Kablan-Bourg-Jérôme. Nous nous sommes retrouvés tous les quatre. Nous avons décidé de ne pas aller entériner la mascarade. C'est pour cela qu'on n'avait pas vu au dernier congrès extraordinaire du PDCI-RDA. Après, nous avons animé une conférence de presse, tous les quatre, pour dire pourquoi donc nous n'étions pas à ce congrès. Voilà la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc finalement, Alassane Ouattara, je l'admire dans une certaine mesure. Oui, voilà quelqu'un qui était du vent d'Oufouët, numéro 2 du PDCI-RDA. Oui, numéro 2. Oufouët décède, il contexte l'application de l'article 11. Bédier a le dessus, il sort du parti. Lambert Kwasi Konan, qui avait été désigné par Bédier récemment pour venir, dit-on, engager le dialogue avec nous. Et heureusement qu'il était chef de mission. Quand ils sont arrivés, je lui ai dit, monsieur Lambert Kwasi Konan, heureusement que c'est vous que M. Bédier choisit, toujours d'ailleurs. En 1994, quand M. Ouattara devait quitter le PDCI pour créer le RDR, c'est vous, Lambert Kwasi Konan, que Bédier a désigné pour aller le supplier. Vrai ou faux? Il dit oui. Il vous a même humilié, il dit oui. Ça ne va pas empêcher de partir. Comment voulez-vous? Récemment, quand il y a eu la mutinerie dans l'armée, une des rares fois où je me suis retrouvé en face de la télévision ivoirienne, bon, j'entends, quand un Ouattara parle, il fait. Quand un Ouattara parle, il fait. Oui, quand un Ouattara parle, il fait. Ça me revient en tête. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Quand un Ouattara parle, il fait. Quand un Ouattara parle, il fait. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Vous voulez qu'ils disent quoi? J'ai décrété la chienlit. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Bien sûr, quand la Côte d'Ivoire est ingouvernable, on ne peut pas construire de pont. Quand le pays est ingouvernable, on ne peut pas bâtir de pont. Et puis quel pont? Ce pont-là a été conçu par Bédier et Kablan Duncan. Pourquoi a-t-on amené Duncan là? J'espère que vous étiez à Abidjan il n'y a pas si longtemps. Bédier avait dédommagé tous les riverains pour bâtir ce pont.
en 94, 95, 96, 97. Il y avait un maquis célèbre, la Bâche Bleue, qui avait été même transféré près de l'aéroport, justement. On avait même commencé à mettre les premiers coups de pioche. N'eût été ce coup d'état militaire, ce pont aurait été inauguré depuis 2015. 15 ans de retard pour inaugurer un seul pont. Voilà comment on met l'Afrique en retard. 15 ans. Il a fallu que M. Ouattara devienne président pour que justement on puisse bâtir. Oui, quand il n'y a plus personne pour frapper les pouvoirs moribonds, quand il n'y a plus personne pour décréter la chienlit, quand il n'y a plus personne pour la Côte d'Ivoire ingouvernable, oui, on peut bâtir. Oui, on peut bâtir. Donc, il n'y a aucun mérite là. Il n'y a aucun mérite. Aimons la paix. Donnons dos à la violence. Ça ira. Et ce Ouattara, aujourd'hui, eh bien, non seulement il a réussi à mettre Bédi à ses pieds, eh bien, le PDCI qu'il a quitté, qu'il a fait tomber, eh bien, il le récupère aujourd'hui et il parle même de partis unifiés. Ah oui, comme quoi, il faut faire d'abord sa volonté, et rien que ça. Il peut se trouver des Ivoiriens pour accepter, mais il faut aussi qu'on admette qu'il se trouve des Ivoiriens pour ne pas l'accepter, comme moi. Et je dis que je n'accepte pas ça. Ça ne peut pas se faire. Tout peut se prendre par la force en Côte d'Ivoire, mais pas le PDC-IRDA quand même. Pas le PDC-IRDA. Et ce n'est pas cette mise en scène, cette mascarade-là qui est pour le contraire. Parce que je peux vous dire, c'est bien, dans une salle de dire, Ouattara est le candidat du PDC-IRDA. Mais il faut que ceux mêmes qui sont dans la salle, les 3000, aillent voter pour Ouattara dans les urnes. Aucun d'eux ne votera pour lui. Mais en même temps, c'est pas ce que Ouattara recherche. Ouattara sait très bien, il n'est pas dupe. Que ceux qui étaient là ont fait la mise en scène, qui ne voteraient pas pour lui. Mais lui, ce qu'il recherche, c'est que on dise, dès lors que le PDCI est avec Ouattara comme en 2010, alors on peut reconnaître qu'il a gagné. Peu importe comment il a procédé pour gagner. Et c'est de cela que je vais vous parler quand je parle de la CEI. Quand je vous parle de la CEI, je vais le lire pour ne pas que des choses m'échappent. Voyez-vous, l'administration du président Alassane Dramane Ouattara, après une gouvernance autoritaire de 5 années, va organiser l'élection présidentielle ivoirienne en octobre 2015. Ce scrutin majeur est censé sortir notre pays et nos concitoyens de la longue crise commencée depuis 1999 et dont le point culminant fut donc les violences post-électorales qui ont occasionné 3000 morts selon l'ONU. Les résultats de la présidentielle de 2010 qui ont opposé au deuxième tour Alassane Dramane Ouattara à Laurent Gbagbo ont été vivement contestés, ce qui a donné lieu donc à une guerre aux conséquences évoquées ci-dessus. Après avoir confisqué toutes les libertés démocratiques, en faisant régner la terreur, grâce à une milice tribale qui a été substituée à l'armée et à la police nationale, le gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara est seul à bord pour organiser l'élection présidentielle. Et il en profite pour mettre en place le dispositif qui va lui permettre donc d'accomplir ce hold-up électoral parfait, faisant ainsi fi des votes de nos compatriotes qui lui sont majoritairement hostiles. À l'évidence, divers problèmes non résolus, notamment le verrouillage des processus électoraux, nous conduisent droit dans le mur. En voici une liste non exhaustive. La Commission électorale indépendante, la CEI, l'organe ad hoc chargé donc d'organiser les élections, est entre les mains de ses partisans. Le Conseil économique, le Conseil constitutionnel, le juge des élections est dirigé et truffé de militants de son parti, le Rassemblement des Républicains. Le ministre de la Sécurité, le président de la CEI, le chef d'état-major, de la milice tribale convertie en armée nationale, le directeur de l'unique télévision du pays, qui publiera donc les résultats du scrutin, sont tous des Bakayoko, une famille appartenant à la même ethnie que M. Ouattara. Ainsi donc, vous allez voir,
Le président Obama, lors de sa visite mémorable au Ghana et dans son adresse à l'Afrique devant le Parlement ghanéen le 11 juillet 2009, prononçait donc cette parole forte: l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Au lieu de s'employer à bâtir des institutions démocratiques qui peuvent mettre donc en confiance nos compatriotes et rassurer la communauté internationale, eh bien, M. Ouattara, un ancien diplômé de University of Pennsylvania, c'est ça, et ancien haut fonctionnaire du FMI, s'emploie méthodiquement à éteindre l'espérance démocratique et les libertés politiques engrangées depuis les années 90. La République, la Constitution, la réconciliation, le rassemblement, la justice équitable, la démocratie, toutes ces grandes idées qui font donc les nations qui avancent résolument vers la prospérité, Ouattara n'en a que. Pour réussir donc son emprise sur nos compatriotes et sur notre pays, M. Ouattara s'appuie sur un réseau donc, relationnel. Alors, en Côte d'Ivoire, il s'appuie donc sur des membres de son clan, c'est-à-dire des hommes et des femmes choisis pour occuper les responsabilités dans la haute administration civile et militaire en raison de leur appartenance au moule tribal dont est issu lui-même Alassane Ouattara. En tant que chef de l'État, il est seul à détenir le pouvoir de nomination dans la haute administration, dans le moindre organe de validation. Certes, il s'agit d'un pouvoir tiré de l'article de la Constitution ivoirienne, mais les prédécesseurs de M. Ouattara usaient de ce pouvoir avec beaucoup de responsabilités et dans le respect de la diversité de nos concitoyens. M. Ouattara, 73 ans, chef d'État, président du RDR. Vous allez voir, hein? M. Amadou Gon Coulibaly, 56 ans, secrétaire général de la présidence, membre du RDR, proche collaborateur du président Alassane Ouattara. M. Ahmed Bakayoko, 50 ans, ministre d'État chargé de la sécurité. Alors, ceux qui vont donc, ça c'est au niveau de l'État, hein? M. Nyenema Coulibaly, 53 ans, ministre de la Justice, membre du RDR, c'est lui qui est donc chargé d'orchestrer la justice, la vengeance. M. Guillaume Soro, 43 ans, président de l'Assemblée nationale, membre, enfin bref, ceux qui sont au contrôle pour le processus électoral. Et c'est ça qui est important pour nous tous. Voyez-vous comment c'est savamment orchestré. M. Amadou Koné, 62 ans, président du Conseil constitutionnel, membre du RDR, ancien numéro 2 de la rébellion, celui qui a succédé à Guillaume Soro, et celui qui prend la place de Francis Vaudier. Vous devinez très bien sa mission. Pourquoi il a été parachuté là à 8 mois des élections. C'est connu. M. Youssou Bakayoko, 72 ans, président de la commission électorale indépendante, membre du PDCI, parti allié au RDR, proche de Ouattara. M. Bédier n'a pas manqué de nous dire au congrès du PDCI-RDA qu'en 2010, on lui avait spolié 600 000 voix. La CEI était dirigée par Youssou Bakayoko. Comment peut-on spolier à M. Bédier 600 000 voix sans que celui qui l'a mandaté, lui Bédier, puisque c'est lui qui a proposé Youssou Bakayoko, n'en soit informé? Et quand il s'agit de renouveler le poste, eh bien Bédier reconduit le même. Il reconduit le même. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Il ne faut pas être surpris que nous autres. Voilà. Et donc, Youssou Bakayoko, M. Ahmed Bakayoko, 50 ans, ministre d'État, chargé de la sécurité, membre du RDR, il est le patron de l'administration préfectorale sur laquelle repose l'organisation pratique des opérations du vote et sur tout le territoire. Le général, sans oublier que le ministre de la Police et le CCDO. Le général de corps d'armée, Smaïla Bakayoko, 60 ans, chef d'état-major de FRC, c'est-à-dire la nouvelle armée ivoirienne recomposée par le remplacement des vrais soldats par d'anciens combattants de la rébellion tribale qui ont soutenu le combat de M. Ouattara contre la légalité républicaine. M. Amadou Bakayoko, 38 ans, directeur général de la RTI, l'unique chaîne de télévision ivoirienne sur laquelle l'administration Ouattara a banni l'opposition. Il faut noter que toutes ces responsabilités, ces personnalités nommées par le président Ouattara, présentent la particularité d'être la même région que lui, et tous sont musulmans comme lui. Évidemment, le cas de Bakayoko est révélateur du repli de M. Ouattara sur son moule tribal et son refus de la démocratie.
Alors, je vous donne ces quelques éléments pour que vous voyez très bien la volonté manifeste de Ouattara de réaliser là un hold-up électoral. Au départ, on a dit bon, il faut faire rentrer les partis politiques. Le PDCI qui est rentré a pour candidat Alassane Ouattara. Mabri et l'UDPCI rentré ont pour candidat Alassane Ouattara. La partie FPI qui est rentrée, je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà. Bon, finalement, la CEI n'est composée que des hommes d'Alassane Ouattara. Tous ceux que je viens de citer là ont tous un point commun, Ouattara est leur candidat. Est-ce que cette CEI-là est indépendante, comme le consacre notre Constitution? Est-ce que ces hommes qui composent cette CEI peuvent être indépendants vis-à-vis de la candidature d'Alassane Ouattara? Peuvent être neutres vis-à-vis de la candidature d'Alassane Ouattara? Nos forces, nos énergies, nos idées, afin de réclamer une CEI véritablement indépendante qui puisse garantir un scrutin neutre, libre et transparent. Donc c'est le prochain combat que nous devons mener. Et sans faux fuyant, quand nous rentrons à Abidjan, nous nous mettons au travail. Nous nous mettons au travail. Maintenant, il nous faudra également obtenir de l'ONU que, comme ça a été le cas en 2010, que tout le processus soit sécurisé par une force neutre aussi. Cette armée que je viens donc de décrire là, je ne pense pas qu'elle puisse garantir à tous les candidats les mêmes droits du point de vue sécuritaire. Du point de vue sécuritaire. Vous voyez bien que l'horizon n'est pas encore dégagé. Parce qu'il faut que Ouattara ait 2 mandats. Voilà la situation du pays. Alors, finalement, les vrais problèmes, on les occulte. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Vous savez, je ne vous apprends rien. Allez-y à Yopougon, allez-y à Port-Boulogne, je suis député. Combien sont-ils des jeunes Ivoiriens qui ont dépassé l'âge de 40 ans, 45 ans, pour la plupart, et qui peuvent vous dire, j'ai un emploi? Quelqu'un qui est né jusqu'à l'âge de 40 ans, 45 ans, qui n'a pas eu le bonheur d'un premier emploi, qui n'a pas goûté au bonheur d'un premier emploi dans sa vie. Et pourtant, à 65 ans, il doit aller à la retraite. Mais quand à 40 ans, 45 ans, vous n'avez pas encore travaillé, à quel âge vous avez votre premier emploi? À quel moment vous organisez? Et pour préparer votre retraite? Mais vous êtes un homme. Vous avez les besoins que tout homme peut, exprimer. Vous avez des enfants qui vivent eux-mêmes sous le toit de leur grand-père, de leurs grands-parents. Puisque vous-même, le père, vous êtes chez votre papa. Et c'est voilà la triste réalité. Mais ça ne préoccupe personne. Et on attend les périodes électorales pour venir, comme toujours, trouver toujours des belles phrases pour les femmes et pour les jeunes. D'ailleurs, je voulais au passage saluer les femmes, puisque c'est leur journée aujourd'hui. Les saluer, leur rendre hommage. La femme, vous savez, plus besoin de le dire, son rôle d'abord dans la famille. Ensuite, dans un pays comme le nôtre, on connaît bien les places qu'elles ont toujours occupées aux avant-postes des combats, d'émancipation de notre peuple. C'est l'occasion pour moi de saluer donc toutes les femmes du monde et principalement les femmes de Côte d'Ivoire, nos sœurs. Alors, le problème est là. Je suis candidat, moi, d'abord parce que ma conviction profonde, c'est que un peuple uni, rien ne peut lui résister. Il faut renégocier l'unité du peuple de Côte d'Ivoire. Il faut donc aller à la vraie réconciliation. Je l'ai souvent dit, je ne vais pas me répéter toutes les fois qu'on se voit. Quand vous vous situez même sur le plan de la tradition, parce que quand même nos cultures aussi ont quelques valeurs. Chez nous au village, quand on veut réconcilier 2 individus qui sont en conflit, on les invite tous les 2 sous la palabre. On les fait asseoir autour de la chefferie.
Et puis on les interroge. Ils parlent, ils s'expriment, ils s'expliquent. Et puis on écoute. Et on dit, bon, écoutez, après vous avoir écouté, chef, toi, tu n'as pas raison. Toi, tu as tort. Et on a nos façons à nous de les régler. Mais on ne chasse pas un du village, s'il vous plaît. Si vous chassez un des belligérants du village, le seul qui est resté au village, avec qui il va se réconcilier? Si la guerre se fait à deux, la paix se fait aussi à deux. La réconciliation se fait à deux. Si par-dessus tout, on estime qu'il faut faire la lumière sur les 3000 morts que notre pays a connus en 2010, c'est une bonne chose. Aucun d'entre nous qui fait la politique ne veut adhérer à l'impunité. Mais comme les morts se valent, toutes les morts se valent, il faut faire la lumière sur tous les morts. Il y a eu des morts dans les deux camps. Je ne pense pas objectivement que M. Gbagbo ait pris, lui, sa Kalachnikov à lui, pour arroser ses propres partisans et ceux de Ouattara. Je revois encore cette image atroce du ministre de l'Intérieur des États gros. Donc, si on choisit de faire la lumière à La Haye, on emmène tous les belligérants à La Haye. Et ils s'expliquent. Les Ivoiriens sont devant leur téléviseur et puis on écoute. Mais on ne garde pas un clan au chaud à La Haye et puis les autres, et on dit non, 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 c'est pas ça la réconciliation de mon point de vue. Aujourd'hui, force est de reconnaître. Je ne suis pas FPI, je ne suis pas Gbagbo, mais j'aime mon pays. Entre les deux tours des élections, au second tour, Gbagbo a eu 46% d'Ivoiriens qui ont voté pour lui. C'est 46%, en tout cas, si ce n'est pas tout le monde, mais en tout cas, la grande majorité, il faut reconnaître que pour tout ce monde, la vie s'est arrêtée depuis le jour où Gbagbo est à La Haye. Ils sont en retrait de tout. Ils sont en marge de la République. Ils ne participent à rien. Quand ils ne sont pas d'exil. On peut bâtir des ponts, mais les bâtir pour qui? Nous sommes une terre d'accueil, c'est vrai. Terre d'hospitalité, c'est vrai. Mais pour accueillir, il faut d'abord exister. Si on bâtit les ponts que les Ivoiriens qui doivent l'emprunter sont en exil, qui va marcher dessus? Qui va les emprunter? Quel est donc cet homme politique digne de ce nom qui peut être fier quand son peuple est dans un tel décor, dans une telle situation? En tout cas, moi, je ne le suis pas. Et j'estime que pour avoir été à l'école d'Oufouette, des valeurs comme le rassemblement, la paix, la concorde, sont les nôtres. Je le dis, je le répète, pour avoir été lui-même un acteur majeur de la crise, Ouattara ne peut pas avoir le profil de celui qui peut donc nous réconcilier. Il faut quelqu'un de relativement neutre, s'il y en a encore en Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas biaiser avec la réconciliation. On ne peut pas tricher avec la réconciliation. C'est un pan important, sinon le plus important de mon projet et de mon programme. Réconcilier les Ivoiriens. J'en fais un point d'honneur. J'en fais un point d'honneur. Et c'est pour réconcilier les Ivoiriens que je suis candidat. Mais malheur à ceux qui peut-être vont regarder les tailles des uns et des autres et puis commencer à les minimiser. Mais quand vous voyez, chez nous on dit, quand vous voyez un aveugle qui vous dit on va s'essayer à un jeu de lance-pierre, de cailloux, faites attention, peut-être que son pied a été sur quelque chose. Alassane Ouattara, il doit le battre. Je vous dis, il va le battre. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Je connais la Côte d'Ivoire. Je connais les Ivoiriens, je connais la Côte d'Ivoire. Et je pratique le terrain. Je les écoute. Je les écoute. Et je sais ce qu'ils sont prêts à faire. Ces élections qui arrivent, croyez-moi, ce n'est pas le rendez-vous d'argent où les chrétiens pensent qu'il faut avoir 10 milliards, 20 milliards pour gagner les élections. Non, ce n'est pas ça. Ces élections-ci, nous allons à un seul rendez-vous. La reconquête, la dignité du peuple perdu et bafoué. Les Ivoiriens, ce n'est pas l'argent qui va les préoccuper dans ces élections-là. Est-ce qu'ils ont envie de revivre ensemble et non côte à côte? Est-ce qu'ils ont envie de ne plus se regarder en chair de faïence? Est-ce qu'ils ont envie de mettre fin à ces théories de c'est notre tour? Est-ce qu'on a envie que notre République donne à tous ses enfants les mêmes chances de succès et d'épanouissement dans le pays? Est-ce qu'on a envie qu'il y ait une sécurité pour tous, une justice pour tous, équitable?
et qu'on crée les conditions d'un environnement paisible, approprié pour faire attirer les investisseurs. Voilà la situation du pays. Donc, mesdames et messieurs, je me suis prêté volontiers à cet exercice pour vous dire ma part de vision, de vérité, ce que je crois être la vérité. Aucun d'entre nous ne peut détenir absolument la vérité sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que j'en connais quand ils parlent de ce pays-là, je me demande bien si c'est le même pays. C'est là où nous tous on vit là. Mais voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Notre pays va mal. La Côte d'Ivoire va mal, je le dis avec force, notre pays va mal. Et on ne peut pas avoir autant de cerveau, autant d'intelligence, autant de talent, et puis avoir un tel pays qui donne une telle image. J'imagine ce que sera Houphouët-Boigny aujourd'hui. Chaque jour que Dieu fait, c'est des témoignages à n'en point fini, qu'on a conçu notre chemin. Qu'avons-nous fait, nous, pour mériter un tel sort? Mais croyez-moi, mes chers amis, mes chers frères, personne ne viendra sauver notre pays à notre place. Oui, c'est bien nous-mêmes. C'est bien nous-mêmes. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous réconcilier. C'est ce en quoi je crois, moi. Nous devons nous mettre ensemble. Et ne reculer devant aucune audace pour relever ce pays-là. Pour relever ce pays-là qui doit apprendre à assumer à nouveau son rôle de leadership dans la sous-région. Il y a un ordre sous-régional. Et je le dis avec fierté. Il y a un ordre sous-régional. Comment vous expliquez que les élections se déroulent comme un jeu au Sénégal, sans peur, sans crainte, sans violence? Comment vous expliquez que notre voisin, le Ghana, est devenu aujourd'hui un pays paisible, habitué à des élections transparentes, et que ce soit nous qui, à l'approche des élections, soyons toujours emparés de peur, de ce que, oui, il peut y avoir la violence? Pourquoi ça, la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Bref, malgré tout ça, je garde espoir. Parce que notre pays est riche. Non pas par son sous-sol, mais Houphouët a pris son temps pour nous donner l'intelligence, pour nous instruire. Nous avons de ces milliers de diplômés, de talentueux aujourd'hui, à travers le monde. Rien ne vaut cela. S'il n'y a de richesse que d'hommes, oui, la Côte d'Ivoire est un pays riche. Donc il peut rebondir à tout moment. Pourvu tout simplement que chacun de nous en prenne conscience. Mais l'Ivoirien, qu'est-ce qui l'attire? Moi, je suis à Abidjan tous les jours. Le jeune cadre ivoirien, sa vie, oui, quand il a pu s'acheter une petite BMW, il a sa petite nana à côté, tous les week-ends, vendredi, ça va à Sini. Voilà sa vie. Non. La vie ne peut pas se limiter à ça. Pendant ce temps, le pays lui-même est méconnaissable parce qu'il baigne dans un désordre sans nom. Le premier mal qui ronge notre pays, c'est le désordre. Le désordre. Il va falloir mettre de l'ordre dans ce pays. Et le peu d'emplois dont dispose le pays là, il faut le distribuer dans la transparence et aux plus méritants. Et aux plus méritants. Il ne faut pas que demain, s'il vous plaît de me porter président de la République, que ce soit les baoulés seuls qui deviennent subitement intelligents. Non, il faut en finir avec ces pratiques. Il faut en finir avec ces pratiques. Le dire sans complexe, ce sont les maux de notre société sur lesquels il faut mettre le doigt. Il n'y a pas de raison. Vous fréquentez ici, on a tous fait l'école avec les Américains, les Blancs. On se targue même, on se tape la poitrine, j'ai fait telle école avec un tel, j'ai fait un bachelor, j'ai fait PhD. C'est bien tout ça. Mais comment vous expliquez que vous faites le PhD avec celui qui est président ici, et ils font ce qu'ils font chez eux là, mais quand vous arrivez chez nous, vous faites autre chose? Pourquoi? Pourquoi en théorie, on aime les mêmes choses et en pratique, on doit être inférieur, on doit détruire? Notre pays, moi, je ne vous cache pas, moi, chez nous, on n'est pas né à Abidjan. On a grandi avant d'aller à Abidjan.
Mais la première fois qu'il y a pris l'autoroute du Nord, attends, au fond, tout construit là. À chaque kilomètre, il y avait le téléphone. Tellement c'était beau à voir. De sorte que si tu as un accident là, à la minute près, tu peux téléphoner. Les sapeurs-pompiers arrivent te chercher. Mais bon, quand vous le dites, on dit il parle mal. Mais à quoi servent l'aluminium là? Les gens savent faire des marmites avec. Donc tout le téléphone, tout le long, on a tout enlevé. Nous-mêmes, est-ce que nous sommes des agents de développement? Le téléphone n'existe plus. Vous faites un accident là sur l'autoroute, avant le temps même qu'il soit informé, vous êtes déjà mort. C'est ça l'Afrique. À un moment, il y avait le téléphone à Abidjan partout, dans toutes les rues, il y avait des cabines téléphoniques. Tout ça aussi a servi à faire autre chose. Ça a disparu. Ça a disparu. Enfin, chers amis, voilà notre pays. Voilà l'Ivoirien. Moi, le slogan, pour l'instant, je ne vais pas entrer dans les détails de mon projet, mais je vais bâtir, je m'emploierai avec le peuple ivoirien à bâtir l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau, qu'est-ce que c'est? Il y a à boire et à manger à l'intérieur. L'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau. C'est ça qu'il faut construire. L'Ivoirien nouveau. Il ne faut pas que, pour établir un concours, chaque fois on soit obligé d'aller payer 1 million, 2 millions. Mais quand vous êtes gendarme, vous payez 3 millions pour être gendarme. Vous êtes MDL. Vous travaillez combien de temps pour d'abord rembourser les 3 millions afin d'aller à la retraite? J'en connais qui sont nommés DG. Bon, si je donne trop de détails, ils vont se reconnaître. Mais ce pourquoi tu es nommé DG là, ce n'est jamais fait, mais tu as déjà 4-5 milliards sur ton compte. Pourtant, on connaît bien ta fiche de paye. Ta fiche de paye. Ça dit, même quand on a laissé tomber le dossier, le problème Ouattara, ça aussi c'est un problème de fond. Et il me semble le vrai problème de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien nouveau. La dernière fois que je vous ai quitté, que je partais, je passais par Paris comme toujours d'ailleurs. À l'aéroport, je vois un cadre jeune Ivoirien, propre, bien. Donc en attendant que l'avion, voilà, chacun, bon, je l'ai vu prendre un peu de biscuits, bon, il a commencé à manger. Et puis, bon, à l'aéroport Charles de Gaulle, il prend bien les sachets, tout ça, il les range bien, il les jette à la poubelle. Pour un Ivoirien, moi je découvre ça, mais c'est bien. C'est très bien. Et il se trouve qu'il est mon voisin sur le vol. On descend à Abidjan, il y avait quelques derniers biscuits encore qu'il devait manger. Cette fois-ci, dès qu'on sort à l'aéroport, il plie les sachets, hop, il jette à la rue. Je lui dis, mais mon ami, arrête. Je t'ai vu à Paris, à Charles de Gaulle. Là-bas, tu sais où on met les ordures. Et à Abidjan, tu mets ça dans la rue. Il dit, ah, monsieur le député. Il dit, non, c'est pas fait de monsieur le député. J'étais tellement content de toi en France. Là, tu viens de me décevoir. Abidjan n'est pas une poubelle. Pourquoi quand tu es en France, tu sais où on met les ordures? Et quand tu es en Côte d'Ivoire, tu fais autre chose. Bon, voilà. J'espère que ce n'est pas votre cas. Ce qui est bon ici, là, que vous avez copié, quand vous arrivez chez nous, il faut faire en sorte de mettre ça en application. C'est ça qui peut vous donner de la valeur. Vous êtes venu ici, vous avez eu un plus que vous devez nous apporter à nous qui sommes restés sur place. Sinon, pourquoi avoir vécu ici 30, 40 ans si vous devez nous rejoindre pour refaire exactement ce que nous faisons sur place? Voyez-vous, là, on est en pleine campagne, là. Les thèmes de campagne sont là. Les thèmes de campagne sont aussi simples. Hein? Et c'est comme ça qu'on va conquérir le cœur des citoyens des Ivoiriens. Mais il faut pour ça que sur les 322 000 km², il y ait de la sécurité pour tous les candidats. Il n'est plus question que cette fois-ci, nous soyons agressés comme il a été à Bonan. Ah non. J'ai dit aux uns et aux autres, mes parents qui m'ont reçu, ils me donnent des conseils, non, il ne faut pas qu'il y ait des palabres. Moi, par éducation, je ne suis pas bagarreur. Mais pour ces élections-ci, si quelqu'un me propose de la bagarre, je n'ai pas fui.
je n'ai pas fui. Je ne dis pas que je vais me bagarrer, mais je ne me fuirai pas. Parce qu'il faut qu'on sorte de mon pays de l'ornière, quand même, non? Et il faut que l'on comprenne définitivement que plus jamais vous n'allez prospérer en politique avec la violence. Parce que vous êtes le plus fort, et puis quoi? Tuer, c'est la chose la plus facile au monde. Hein? Voilà, nous sommes à l'épreuve maintenant de la réconciliation. Oui, tuer là. D'abord, la vie humaine, je l'ai toujours dit, elle est sacrée, c'est le premier droit de tout citoyen. C'est Dieu qui donne la vie. Laissez à Dieu, à lui seul, le soin de prendre la vie à qui il veut, quand il veut. Nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain pour ses opinions politiques. Non. Tuer aujourd'hui est devenu un acte banal en Côte d'Ivoire. Un acte banal. La vie humaine n'est plus sacrée. Mais c'est bien quand vous avez fini de tuer les gens. Mais ceux qui vivent là, on dit, remettez-vous ensemble. C'est là que le plus dur commence. Maintenant, on a tué tous nos parents au nord. Oui, c'est possible. Mais à l'épreuve de la réconciliation, on fait quoi? C'est celui qui a perdu un parent qui pardonne. Frère, toi qui n'as pas eu de parents tués, tu n'as rien à pardonner. Mais c'est quand on a tué tes 4 parents, tes 10 parents, et tu dois pardonner. C'est pas comme ça? C'est là que le plus dur commence. Et pourtant, si nous voulons avoir une chance de survie, on doit passer par là. C'est pour ça qu'il faut nous mettre toujours en garde contre la guerre. Ayez toujours recours au dialogue. Au dialogue. Ne faites pas la guerre. Et nous alléguer la paix comme seconde religion avant de partir. Le vrai bonheur, on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Nous en sommes, hélas, là aujourd'hui. Heureusement que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'intelligence qui peut aujourd'hui sortir notre pays de l'ornière. Voici, chers amis, mesdames et messieurs, pour ne pas être long aujourd'hui, le peu que je voulais vous donner, puisque nous avons beaucoup échangé sur ces questions-là. J'espère que les prochains mois, nous nous retrouverons maintenant face à face pour parler de projets et de programmes. Voilà. Oui, Kakabé, tu tournes, c'est bien, mais qu'est-ce que tu as? C'est quoi le coffre que tu as? J'en connais sur Facebook, on m'a vu avec 2 personnes à l'aéroport. Je ne suis pas venu, comme on le dit à Abidjan, pour Dada. Je sais ce que je suis venu chercher. Si je veux mobiliser les Ivoiriens, ce n'est pas à Washington, c'est à Abidjan, c'est à Bouaké, c'est à Korogo, c'est à Soubré, c'est à Man. Et bientôt, vous allez voir. Bientôt, vous allez voir. On va sortir les Ivoiriens de la peur et leur demander d'aller justement se débarrasser et fermer la parenthèse de Ouattara. 5 ans de politique de vengeance, ça suffit. Ça suffit. Il faut en finir avec ça. 5 années de rattrapage ethnique, la Côte d'Ivoire ne connaît pas ça. C'est pas ça, c'est pas ivoirien. Ça, c'est pas ivoirien. C'est pas ivoirien. Depuis quand on a vu ça chez nous? On poursuit les enfants en pleine journée avec machette pour couper les têtes. C'est pas ivoirien tout ça. Tout ça n'est pas ivoirien. Tout ça n'est pas ivoirien. Couper tête des enfants dans plein Abidjan. Et ça ne dit rien à personne. On ne retrouve jamais les auteurs. Tout ça n'est pas ivoirien, mes chers amis. C'est cette parenthèse-là qu'il faut vite fermer. En octobre prochain, qu'il faut vite fermer. Il faut refermer ça assez rapidement. Et comme j'ai coutume de dire aux Ivoiriens, la seule chose que nous devons faire pour nous en sortir, c'est de nous mettre ensemble. 2015, ce n'est pas le moment des contradictions internes. Nous nous retrouverons exactement dans la situation d'une maison qui prend feu. Quand il faut éteindre le feu, peu importe la couleur de l'eau, sale ou propre, ce n'est pas ça qui est important. Il faut éteindre d'abord le feu. Quand la maison est préservée là, après on va voir qui prend la salle de la chambre principale, qui prend le salon, qui prend tant. Mais si la maison brûle, on fait quoi? On fait quoi? Moi, j'ai pris Dieu qu'il ne m'inspire jamais de poser des actes intéressés, d'être un opportuniste. Aujourd'hui, j'en connais des frères FPI qui sont assis là. Tous les actes que j'ai posés dans ma vie, je les ai posés non pas pour plaire à un individu, je les ai posés parce que ma conviction profonde m'a commandé de le faire pour mon pays. J'ai été à La Haye, qu'est-ce qu'on me reproche? Kakabé est allé à La Haye voir Babo, qu'il ait pris sa carte au FPI. Mais enfin, ça aussi, c'est pas ivoirien.
Ahmed Bakayoko, il m'a reçu quand je suis arrivé à Abidjan. Il a m'aide. L'Ivoirien se reconnaît par des petites choses, à peu de choses près. Même vous pouvez être beaucoup de noirs ici, dans Washington, là. Quelqu'un te voit de loin par ta démarche, il dit ici, il est Ivoirien. Vrai ou faux? Alors, on ne veut pas qu'on dise ça, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ce n'est pas ivoirité, mais c'est comme ça. Les Ivoiriens, quelles que soient les palabres qu'il puisse y avoir entre deux Ivoiriens, dès que la mort intervient, un en deuil, ça les réconcilie. Même si c'est pour un mois. Mon beau-père, sa mère. Mais ce monsieur-là, il a été le président de notre pays. Il a procuré beaucoup de bonheur à beaucoup d'Ivoiriens. En tout cas, moi, personnellement, moi. Bago n'a jamais rien fait pour moi. Je n'ai jamais eu de décret de Bago dans ma vie. Ceux qui ont le décret de Bago savent. Il y en a qui ont été nommés ministres en 2004. Pour l'instant, notre constitution prévoit que c'est le président de la République qui nomme le ministre. En 2004, Ouattara n'était pas encore président. Hein. Ce monsieur-là, il perd sa maman-là. On peut dire, pour un mois, on laisse tomber les contradictions internes, on peut aller saluer. C'est pas comment on fait. J'ai même dit au ministre Ahmed, rien que par culture, on doit le faire. Maintenant, si on dit on veut faire la politique, à un moment où on parle de réconciliation, imagine que M. Ouattara te désigne comme toi, Ahmed, chef de forte délégation, vous rendez à la haie. Ah, Babo, c'est vrai, frère, on est à nos problèmes tous les jours, mais là, ta main est décédée. Comme pour des raisons, machin, Ouattara ne peut pas venir, mais il a envoyé une équipe de Yako. Et puis, voir avec toi comment on enterre cette femme, parce que quand même, c'est la maman de l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Quand vous avez fini de faire ça, là, est-ce que c'est caillou qu'il a ici? Ce n'est pas une pierre qu'il a ici. Vous avez créé les conditions d'un dialogue entre vous pour voir comment on peut envisager la suite après l'enterrement. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Entre nous, on est assis tous ici là. Qui peut accepter? Quel est l'être humain qui peut accepter de son vivant? L'être le plus cher de sa vie, c'est la mère. Tu perds ta maman, tu es vivant et tu ne peux pas aller l'enterrer. Tu ne peux même pas aller à ses obsèques. Mettez-vous à sa place. Au nom de quoi? La politique. Si c'est ça la politique, je n'en ferai pas. Je n'en ferai pas. C'est ça la politique. Il faut m'apprendre une chose. L'homme fait la politique pour l'homme. L'homme est au centre de nos préoccupations politiques. Si ce n'est pas ça, je ne fais pas cette politique-là. Si c'était à refaire, je le referai. Je le referai. Je ne suis pas allé pour des raisons, des calculs politiciens. Voilà le sens de l'acte que j'ai posé. Est-ce que c'est pour faire ça dans le cadre des FPI? Non. Je suis au PDCI, je me sens bien au PDCI. Puis c'est ce qu'Oufou nous a appris. Oufou lui-même, en 1983, le Gbagbo était à la haie, du moins était en exil en France. Oufou a dépêché son groupement pour aller le chercher. Est-ce que Oufou est devenu FPI? Vous êtes devenu FPI. C'est comme ça que nous devons faire la politique. C'est pour les hommes. Fraterniser. Il y a juste un temps, c'est une journée de campagne, on finit l'élection et puis après on continue la vie. C'est cette vision-là que je veux partager avec les Ivoiriens. C'est cette façon de faire la politique que je veux, non pas enseigner, mais il faut ressusciter la Côte d'Ivoire du fouet. Par ses agissements, dans ses pratiques également. La Côte d'Ivoire des fraternités. Pour que ce soit une terre d'espérance. Mesdames et messieurs, voici pour ce soir le peu que j'avais à vous donner. Et comme c'est un rendez-vous du donner et du recevoir, je suis prêt moi aussi à recevoir de vous ce que vous voulez me donner. Parce que je l'ai toujours dit, avec modestie, je me définis comme un leader politique en construction. Il faut réunir les matériaux, il faut se frotter aux autres. Quand vous avez un bon match de boxe de haut niveau, vous ne préparez pas avec des enfants de quartier. Si vous préparez les enfants de quartier, évidemment, le jour du match, vous allez vous désillusionner. Donc, il faut avoir de bons sparring partners. Pas ça? Donc, je me frotte aux Américains que vous êtes pour prendre vos idées les meilleures, pour me construire. Puisque je vous dis,
Maintenant, le débat politique ivoirien, il faut qu'on chacun dise qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu proposes. Non pas quelle est ta force physique, ou bien ta capacité à manier des armes. Ça ne fait pas de nous des peuples civilisés. Et puis quel argent? Quel argent? Ça vient d'où cet argent? On connaît. Pas aller casser les banques et venir nous dire qu'on est riche. Et nous acheter avec cet argent-là. Ça, là, c'est l'argent sale. Les Ivoiriens n'en ont pas besoin. Bref, mes chers amis, s'il y a quelques questions, je suis à votre écoute. Nous sommes là pour ça. En tout cas, merci pour votre attention. Non, on va aller directement. D'accord. On va aller directement. Bon, il faut saluer aussi la présence de la presse. Il y a Jacques Roger qui dirige Afrique 2050. Nous avons Nabo News, il y a Ivoire TV et il y a Radio Top Afrique. Et comme c'est une conférence de presse, nous allons d'abord commencer avec nos frères de la presse. Et puis bon, évidemment, on va demander aux uns et aux autres de poser des questions à l'honorable Kwadjo Kona Bertin. Donc, je vais commencer avec Afrique 2050. Si Jacques, vous avez une question. On va aller plutôt avec, je ne sais pas si, Agueï. Ok, d'accord. Merci, honorable. Vraiment, nous sommes heureux de vous recevoir comme toujours. Vous êtes un frère. Je ne suis pas de pays, mais que vous êtes un frère. Alors, vous avez dit qu'il y a du désordre en Côte d'Ivoire, qu'il faut mettre de l'ordre. Alors, est-ce que, en allant aux élections, vous ne voyez pas de danger parce que Ouattara et ses FRC, vous avez parlé de la CEI, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre de l'ordre d'abord avant d'aller aux élections? Ça, c'est la première question. La deuxième question, dédiée à déjà désigner Ouattara comme le candidat du PSI, dans le cadre du RHDP. Donc vous n'avez pas encore dit si vous êtes toujours du RHDP ou bien vous dissociez du RHDP. Quelle est votre position par rapport au RHDP? Le RHDP, c'est fini, ça. Le RHDP, c'est fini. De toute façon, voyez-vous, c'était quoi le RHDP? Le RHDP, c'était une alliance, mais qui n'a pas été formalisée comme telle en tant que parti politique. Le RHDP, c'est abstrait, ça n'existe pas. La preuve, on est à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai été élu sur la bannière RHDP. Mais je siège au groupe parlementaire PDCI et au groupe parlementaire RDR. Où est RHDP? Ça n'existe pas. On a dû se comporter comme on l'a fait là en 2010 pour chasser Babo. C'est la réalité, il faut le dire. Et on a pris soin d'éditer des règles en interne au RHDP. Au premier tour, chaque parti membre, les 4 partis là, ont leur candidat. Et au second tour, les 3 autres qui n'ont pas été au second tour soutiennent ceux qui sont au second tour. Admettons même que le RHDP continue d'exister. Voilà le RHDP. En 2015, chacun a son candidat, comme en 2010. Et puis moi, mon rêve, c'est de faire en sorte que le PDCI arrive au second tour pour que Ouattara aussi me soutienne. Si le FPI est encore puissant et qu'ils sont en course. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà le RHDP. Donc cet abstrait, ça n'existe pas. Donc, maintenant, Alassane même parle de partis unifiés. Bon, attendons de voir. Mais moi, je n'ai plus de temps pour participer à ce genre de débat. Je suis candidat et je vais consacrer mon temps à ça. Maintenant, je te pose une question simple. Est-ce que Ouattara a intérêt qu'il n'ait pas de désordre? Est-ce que lui ne prospère pas dans le désordre? Eh bien, s'il sait que la fin du désordre, c'est la fin de son règne, eh bien, compte pas sur lui pour que l'ordre règne. Il est là. Oui, chose. Les Ivoiriens. L'ordre ne tombera pas du ciel. Au village, des vacances, très souvent on demandait à l'arbitre, il faut au moins d'accéder à la surface de réparation à peut-être un penalty, frère. Comment on peut donner un penalty? Et la sécurité, le contraire là, voilà qui est des ennuis. Seulement et comme ça, seulement que nous pouvons, je pense qu'il faut y aller.
Il fait ses 2 mandats. Tous d'ailleurs. Je pense qu'on n'y participe pas, alors il y a ces 2 mandats. Reconnaissons à César ce qui est à César. Je veux échanger avec le président Gbagbo sur la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et la Côte d'Ivoire de demain. C'est un acteur majeur qui a quand même eu à Montezo, c'est un village, une structure à territoire conquis, donc je marchais, bon voilà. Les pauvres femmes qui étaient assises sous les appartements, elles se sont organisées pendant que je suis entré dans sur la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et celle de demain. Et nous avons rendez-vous, je parle de voir, avant d'aller à Abidjan. Je ne le fais pas non plus parce que je lui fais la cour. Je lui dirai, parce que j'ai là-bas mon ami, mon frère, Charles Blé Goudé, qui lui a à peine 42 ans. Gbagbo encore, bon, il a été président au moins 10 ans. Mais mon frère Blé, ben, il reste là pour combien de temps? Il faut que ça nous préoccupe. Et je le dis, la main sur le cœur, sans démagogie. On ne peut pas souhaiter ça. J'ai envie que Blé sorte et que demain, nous soyons adversaires du fait de la génération. Que je les batte ou qu'ils me battent. Sans armes. Mais s'il n'est pas là que demain je gagne avec sans péril en triomphe, sans gloire, j'ai gagné à son absence, il y a quelque chose qui manque. Je veux bien que mon jeune frère vienne haranguer les foules et puis je les batte ou bien qu'ils me battent. C'est ça la Côte d'Ivoire. Mais je ne veux pas dire une victoire par défaut. Voilà. Et donc, je le dis, frère, voici ma vision, ma façon de voir les choses. Parce que de toute façon, ça ne tenait qu'à eux seuls. Ils ne vont pas désarmer, puisque c'est ça que leur pouvoir, leur légitimité vient de là. Il faut bien les amener à ça. Merci. Qui d'autre, s'il vous plaît? Oui, le frère. Oui, merci. C'est M. Boabré. Oui, merci beaucoup. D'abord, il y a une question que je vous ai toujours posée. Maintenant que vous êtes candidat officiel, j'espère que c'est le moment oui. d'y répondre. Voilà, le bilan de M. Ouattara. Après 5 années, comme vous venez de dire, de désordre, qu'est-ce qu'on retient? Et puis, il y a une autre préoccupation qui est la préoccupation de pratiquement les militants du PDCI. C'est quand ils croient en la tontine que Bédié instaure en politique. RDR, c'est votre tour en 2015. En 2020, vous venez, c'est notre tour. Est-ce que vous croyez, vous, personnellement, en cette tontine en politique? Voilà ce que je voulais dire. J'imagine, enfin, je pense, bon, je l'ai dit, bon, apparemment, j'ai été un peu maladroit, mais c'est aussi la vérité. La politique, c'est ça aussi. J'ai eu l'occasion d'en parler directement avec le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Je lui dis simplement, monsieur le ministre d'État, depuis que ce débat-là a cours, pourquoi les militants du RDR, les cadres du RDR, ça ne vous intéresse pas, vous ne participez pas à ce débat? Il n'y a que les cadres du PDCI qui animent ce débat. Pourquoi? Il a souri, il ne m'a pas répondu. Vous croyez-vous? Toi, tu as fait la vessie. Donc, tu connais ton frère. Ah, d'accord. En 2020, ce que je vois là, non, comme Bédi a été gentil à Ouattara hier, donc nous, on s'abstient. Je refuse de croire, il faut vivre pour voir. J'attends de voir ça. Prions Dieu qu'on soit vivant. Que tout le monde soit vivant aussi, ceux qui ont fait ça, pour qu'ils voient l'acte qu'ils ont posé. Je n'y crois pas. Parce que j'ai au moins la chance de connaître tous les acteurs. En fait, c'est les cadres du PDCI seuls qui animent ce débat. Pourquoi? Vous avez envie de faire prendre un comprimé qui est amer à votre bébé, vous savez bien qu'il n'a pas envie de prendre. Il faut le trouver un peu bonbon pour le badigeonner, pour que l'enfant puisse prendre. Les gens savent très bien que
Aucun cadre du PDC, aucun militant du PDC ne peut accepter ça. Bon, accepter ça, puisqu'en 2020, c'est notre tour. C'est tout. Mais combien sont-ils qui peuvent croire ça? Donc, s'il vous plaît, pour moi, je pense que c'est même pas un débat. Parce que moi, je ne suis pas allé au Congrès. Mais j'étais ce jour-là dans mon bureau. Tous les secrétaires généraux du PDCI, quand ils finissent là-bas, ils viennent tous dans mon bureau. Il est là. J'étais à Zaïbo, le même samedi des pré-congrès éclatés. Le coordonnateur général du PDCI de la zone m'a fait organiser un grand meeting sur la place publique au stade. Puis pendant que j'étais assis, je le voyais, j'entendais parler au téléphone. Oh, oui, je suis à KKB, oui, je suis à KKB. Bon, il travaille quelque part, il est à 2 mois de la retraite, et c'est sa hiérarchie au plus haut point. Depuis qu'il travaille 37 ans, n'a jamais été téléphoné par son directeur général. Et ce jour-là, son DG l'appelle. Il semble que tu es à KKB, il dit, mais je suis même en train d'organiser un meeting pour lui. Il dit, patron, il me reste 2 mois pour aller à la retraite. Si vous voulez prendre ces 2 mois, prenez ça. Je l'ai vécu en direct. J'étais à Yamoussoukro ce même jour pour un meeting qui était prévu pour se tenir à 17h. Je suis arrivé à 19h sur les lieux. Parce que vous savez, l'Africain, les Ivoiriens, quand ils t'aiment, vous savez vous retrouver pour vous séparer, c'est difficile. Donc, quand tu as le malheur de prévoir 3-4 meetings dans la même journée, fais attention, tu vas avoir des problèmes après. Parce qu'il faut forcément que tu manges le repas. Quand tu as mangé, il faut forcément boire le bangui. Si tu refuses de boire, on va voter pour toi. Il est venu chez moi, même là, il a refusé de boire. Quand il va boire. Donc, tu es obligé de te soumettre à tout ça. Et j'arrive à Yamoussoukro, dans le village de la maman d'Oufoué. Des gens qui attendaient depuis 17 heures. Tous les secrétaires généraux de Yamoussoukro, c'était un village. Donc, les autres n'avaient rien à voir avec l'événement. Ils sont tous venus, après le congrès éclaté à Yamoussoukro, ils sont tous venus au congrès. Ils ont tenu à prendre le micro, et tous pour se présenter. Et j'ai fait mon meeting et que je suis parti. L'esclave appartient au maître. Mais le maître du rêve de l'esclave, c'est l'esclave lui-même. Le jour du vote, là, chaque Ivoirien sera devant l'urne. Bédié ne sera pas là. Ouattara ne sera pas là. Si ce n'était pas ça, là, nous, on était convaincus que Bédié allait gagner en 2010. Au stade Léon Robert de Ma, le monde qui est sorti pour accueillir Bédié dans le stade, on a eu 400 voix dans le Mans. 400 voix. Les chiffres sont là, allez taper Google. Quand je suis parti ici, je suis menteur, vous allez voir 400 voix à ma commune. Pourtant, si seulement ceux qui étaient dans le stade seulement avaient voté, seulement, on aurait peut-être 2000 ou 4000 voix. On a eu 400 voix. Donc ça là, c'est la comédie. Laissez tomber ça. Maintenant, il faut qu'on maîtrise le processus électoral. Pour ne pas que Ouattara triche et dise que comme Bédié était avec moi, alors on peut comprendre que j'ai gagné. C'est là, ça va se passer. Est-ce qu'il y a garçon pour ce combat-là? C'est là. C'est pour ça qu'il dit que ça ne sert à rien de nous battre dans ces conditions-là. Hein? Les uns contre les autres. Sur un terrain de football, la première des choses qu'il y a à faire là, c'est d'identifier les équipes. Vous êtes 11, vous portez le même maillot, vous appartenez à la même équipe. Il est interdit entre vous 11 de vous poser des tacles. Vous êtes condamné à vous faire la passe jusqu'à la fin du match. C'est pas comme ça. Donc ce qu'on fait là, c'est pour qu'on s'identifie. C'est pour qu'on s'identifie, les gars. Et sans complexe. De toute façon, aujourd'hui, là, la règle est connue. Nous avons 3 forces politiques en présence, le PDCI, le FPI et le RDR. Aucune ne peut gagner seule. Donc je demande aux militants du PDCI et RDA, ceux qui me disent qu'il est devenu FPI là, d'accord. Mais Ouattara est dans le fauteuil. Moi, je veux le faire lever. Est-ce que mon poids seul suffit? Non. Est-ce que c'est le Ouattara lui-même qui va m'aider à dire, moi, fais-moi lever, puis il lève lui-même? J'ai besoin d'une autre force qui m'aide. C'est comme le fédéral FPI d'une ville à l'intérieur qui m'a dit avant-hier, une image, il dit, mais enfin, je suis fédéral FPI. Depuis que j'ai appris que tu viens ici, je me suis organisé, j'ai mobilisé tout ce monde
Et puis moi-même, je suis assis là. Parce que, voilà ce monstre qui me tue et que j'ai du mal à terrasser. Et puis pendant que je suis couché, affaibli, je vois que Kakabe a réussi à soulever au moins un pied pour le déséquilibrer. Même dans mon affaibli là, je me débrouille pour prendre l'autre pied pour qu'on le fasse tomber. Vous avez compris? Ça, c'est les images de pays profonds. Donc, je ne commets aucun crime. Je le fais au vu et au su de tout le monde, avec les idées, les arguments. Je ne prends pas de fusil. Est-ce que nous sommes tous Ivoiriens? Oui, bon. Si demain les militants du FPI votent pour Alassane, ils vont refuser. Mais il leur fait la cour aussi. Hein? Il leur fait la cour. J'en connais qui quittent l'exil et qui viennent, bon, et puis bon, vous savez ce que c'est. Et qui font des tournées, des meetings pour mobiliser pour lui. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est à nous là, on dit non, Kakabe a des activités subversives. Ah bon? Au motif que je rencontre les pro-Gbagbo. Mais je suis député. Je suis commis à la réconciliation. Je suis un agent de réconciliation. Comment je peux réconcilier des gens si je ne les rencontre pas? C'est vous le RDA qui avez ce talent, mais moi je n'ai pas ce talent-là. Pour les réconcilier, il faut que je parle avec eux d'abord. Et je le fais au grand jour. Et puis moi là, mon père est de Bokanda, il n'y a pas frontière là-bas. Lakota, il n'y a pas frontière. Je ne peux pas m'amuser à prendre fusil. Je ne peux pas m'amuser à prendre fusil. Ça, je vais me cacher où? Donc, avec moi, il n'y a aucun risque de ce type-là. Avec moi, c'est certain que c'est la démocratie, c'est le débat d'idées, point. Et c'est ce que Oufoué m'a appris à faire. Donc, ces choses-là, je ne me reconnais pas dans ces pratiques. Ce ne sont pas nos pratiques à nous. Ce n'est même pas ça. Les pratiques ivoiriennes, ce n'est pas ça. Bref. Donc, le bilan, tu le connais. Même quand je fais cette petite lecture-là, ça, c'est plus que le bilan. Cette petite lecture. Maintenant, le domaine où il excelle, ce n'est pas l'économie. Je vais vous démontrer les bons à venir que tout ça aussi, c'est des pipeaux, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est des fiascos. Tous les jours, on nous chante des chiffres de, je ne sais pas quoi, 3 chiffres de croissance à 3 chiffres, il reste maintenant 4 chiffres. Ça ne se ressent pas sur le panier de la ménagère. Ce sont des chiffres arrangés. Il faut tricher tous les jours. L'argent du ton travail. Les Ivoiriens meurent de faim. Les Ivoiriens meurent de faim. Et allez-y à Abidjan, vous allez bien vous rendre compte. Vous allez bien vous rendre compte. Il n'y a pas si longtemps, je plaisantais lors d'un meeting. Vous savez, la beauté africaine. La beauté africaine. C'est pour ça que nous, on célèbre les Aoulaba chez nous en Afrique. Les Miss et tout ça, les Miss, ça c'est la culture occidentale. En Afrique, chez nous, une bonne femme, c'est qui est en chair. Mais aujourd'hui, tous nos enfants, nos petites filles, tout ça sont... On dit c'est taille fine, Miss. C'est parce que les gens ne mangent pas. Les gens n'ont pas à manger, c'est la réalité. Et de plus en plus, c'est dans les Adjoufou, c'est dans les Gonzagueville, dans les Toviato, c'est là-bas qu'on trouve les filles qui font Miss Côte d'Ivoire. C'est parce que là-bas, les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Donnons à manger aux Ivoiriens et vous allez voir. C'est des faits de société, mes chers amis. On verra bien quel est le bilan qu'on va nous présenter. J'ai construit le pont de Jacquesville. C'est pas vous qui l'avez construit. Je pense que le pont Bédier, on l'a baptisé pont Bédier parce que c'était un mea culpa. Ouattara sait très bien qu'il a empêché Bédier de bâtir ce pont. Sa conscience le gronde. Il dit, bon, je donne son nom pour qu'il soit tranquille avec ma conscience. Mais le pont de Jacquesville, j'espère qu'il a aussi le courage de l'appeler pont Gbagbo. L'autoroute du Nord, là. Reconnaissons ça. Oufoué l'a construit à Saint-Grobo, Gbagbo l'a prolongé jusqu'à Amzokro. Après ça, il y a quoi encore? Le pont le petit pont de Boisfrère, c'est Bédier. C'est Bédier. Pour l'instant, Ouattara n'a pas encore ouvert la première page de ce projet.
Mon travail, c'est de mobiliser l'argent. Telle région aura 80 milliards. Tous ces éléments-là, je vais les ressasser. C'est déjà prêt, là, ça est au chaud. Pour l'instant, c'est les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique que je vois. Oui, en dehors de ça, il n'y a rien. Combien d'universités par an? Attends, ça y est là, tranquillisez-vous. Donc, nous avons travaillé, une équipe a été commise, a travaillé pour sortir tous ces éléments-là. Mais dans peu de temps, on va alimenter le débat. On va alimenter le débat, mais je prendrai soin de les prévenir. Il m'a dit, ne mettez pas la violence dans l'affaire. C'est tout ce que je vous demande. On va alimenter le débat. Et vous allez voir le bilan. Quel bilan? Quel bilan? Aucun. Donc, on a fini les quelques travaux qu'on a empêché, Bédier et tout ça. Bon, on a achevé sur des bobos. D'ailleurs, l'autoroute du Nord, on s'est empressé de donner l'impression aux gens que, il travaille. Mais allez-y voir, aujourd'hui, c'est plâtré partout. Tellement vous l'avez vite faire. Même le pont Bédier, vous n'avez pas vu les images à la télévision? La piscine d'État. La piscine d'État. Le pont n'est pas prêt à être livré. Pourquoi vous voulez le livrer maintenant? Tout ça pour qu'on dise qu'il travaille. Mais depuis la nuit des temps, le pont de Gaulle, le pont où vous était là, on n'a jamais vu de l'eau dessus. Alors, il ne faut pas venir nous mettre encore de la pacotille. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de chinoiserie. C'est un pays en or, il ne faut pas... Bref, donc frère, bon, vrai, je crois que j'étais... Voilà. Quelqu'un d'autre? Oui, je voulais au nom de la presse mentionner la présence ici de le Banco.net qui est aussi alimenté par... Bon, d'accord. En tout cas, on me fait dire que le Banco est représenté ici. Alors, le prochain journaliste... Tu as retrouvé ton poste? Oui. Avec ton repris? Oui. À l'ambassade, là? Oui. Voilà, je suis Clément Labo. Je représente... Clément Labo? Oui, c'est pas Bota de San Pedro, mais c'est comme... Mais tu as travaillé San Pedro aussi? Non, je suis de Sassamba, juste à côté. C'est pas loin. Voilà, alors, honorable, vous avez écouté, vous êtes candidat, comme 3 autres membres de votre parti, pour appeler les électifs du PDCI. Oui, non, je suis même fier. Voilà. Donc, ma question est de savoir si à ces élections, vous irez en coalition. Si tel n'est pas le cas, quelle sera la bannière sous laquelle vous vous présenterez, dans la mesure où officiellement le PDCI a désigné son candidat et que nous aurions appris dans la presse que les 4 que vous êtes, vous envisagez d'aller à une convention pour désigner un candidat, une convention du PDCI pour désigner un candidat. Alors, voilà le sens de ma question. Comment cela va se passer? Deuxième volet, vous avez dit tantôt que vous aimez la paix, comme tous les Ivoiriens d'ailleurs, moi également y compris, et vous êtes prêts à tout pour que la paix revienne dans ce pays. En admettant, parce que vous avez dit que vous allez battre le candidat Ouattara sans embâche, en admettant qu'au second tour vous vous retrouvez avec lui et qu'au contraire, lui, il arrivait à vous battre, quelle attitude vous pourriez adopter dans la mesure où la paix est tout ce que je voulais dire, la denrée que nous souhaitons tous. Merci beaucoup.